Donc l'association bretonne de Tai Chi Chuan et disciplines internes, ça c'est notre nom complet, fête ses 40 ans tout au long de l'année 2019. Alors, il y aura un événement chaque mois à Rennes. On fera quelques événements à Dole, à Saint-Malo, où on essaiera d'aller au Mont-Dol également. Et il y aura, on va profiter par moment quand ce sera un petit peu creux, pour vous proposer sur notre site des photos d'archives. Alors, il ne faudra pas rire, hein, ou alors si, mais vous imaginez bien qu'en 40 ans, tout bouge, voilà. Et on se dit, quand on voit notre professeur pratiquer il y a 40 ans et aujourd'hui, on se dit, oh ben, pourquoi pas nous, hein, après tout. Voilà. Donc en tant que présidente et au nom de notre enseignant et de tous les élèves de notre école, je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour cette soirée de partage autour de l'art martial interne. Traditionnel. C'est très important. Et nous vous remercions d'avoir bravé la tempête, mais enfin aujourd'hui ça allait quand même beaucoup mieux. Grand merci à vous, nos 3 intervenants, de votre participation et de votre travail pour cette soirée. Je sais que ça n'a pas été forcément facile, mais voilà. Vous avez relevé le défi et merci, franchement merci. Merci à Madame la directrice de la Maison internationale de Rennes, qui n'est pas là, mais qu'on salue par procuration, et son équipe, particulièrement à Valérie, pour sa patience et son accompagnement sur ce projet et d'autres événements à venir dont nous parlerons tout à l'heure, mais dont Marie-Christine nous a un peu parlé. Mais on entrera un peu plus en détail. Donc je remercie la ville de Rennes qui nous fait confiance et nous soutient de diverses manières dans notre programme d'anniversaire des 40 ans. Ils nous soutiennent financièrement, mais pas que. Donc ça, c'est vraiment très très important et très encourageant pour nous. Je remercie nos amis de la Maison des Associations, l'association Bug, notamment, qui, pour leur aide précieuse, notre partenaire Encre de Chine, Marie-Christine, elle n'est pas arrivée avec nous, et sa présidente Marie-Christine pour son enthousiasme et la merveilleuse exposition de calligraphie chinoise de Wen Jui que nous avons pu découvrir tout à l'heure. Merci à tous. Merci à vous tous de la BTCC, ABTCcienne et ABTCcien. Alors vous ne saviez pas que vous appeliez comme ça, mais c'est nouveau, en fait ça vient de sortir. Voilà. Et on a dit, oh mais c'est sympa ton truc, donc voilà. On essaiera de voir maintenant si on ne peut pas un peu s'appeler comme ça. Merci à chacun des bénévoles qui vous êtes investis pour la mise en œuvre de l'événement de ce soir, en particulier aux pilotes de la soirée, Marie-France, Morissette et Gaëlle, Anita, et tous les élèves de Rennes, Dole et Saint-Malo, qui ont fait le déplacement et nous ont préparé des petites douceurs sucrées, salées, que nous partagerons lorsque nous continuerons les conversations après la conférence autour du thé, de Christelle, de Laurent, ou du cocktail dont Marie-Christine et son équipe ont le secret. On va découvrir. Enfin, un grand merci à Franck, Laurent et Sébastien de la Commission Information Internet pour leur travail de communication au cours de cet événement, autour de cet événement. Merci à Jean-Claude et Laurent, à la caméra. Merci à Florence pour son accompagnement. La visite de la galerie, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas fait tout à l'heure, ce sera possible aussi après la conférence. Hein. N'hésitez pas non plus à découvrir dans l'auditorium les photos de notre ami tchèque Honza Moussil. Alors, on en a quelques-unes sur notre site également. Alors, elles seront à la vente après, à la fin de la soirée. Hein. Alors, il a fait des voyages en Chine et particulièrement dans le Wudang. Alors, le Wudang, c'est le berceau du Tai Chi Chuan traditionnel. Les montagnes du Wudang, ce sont vraiment un merveilleux endroit. Ici, voilà. Donc, François est allé aussi dans le Wudang et plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, de la BTCC sont allés. Peut-être des gens d'Encre de Chine, non, ça, vous n'êtes pas dans le Wudang? Non. Alors, s'agissant de la conférence, on va commencer la soirée avec Christophe Eberhard, anthropologue spécialiste de l'interculturalité. Il nous interpellera sur « Dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses la pratique ». Maître Youlifa,
François Henry. Donc je l'ai dit tout à l'heure, un diplômé de l'Université des sports de Pékin. Je le précise parce que c'est le seul Français qui est disciple du grand maître Liu Xuan II. Et François nous entretiendra du présent, passé, futur de la pratique du Tai Chi Chuan traditionnel. Thierry Ardouin, qui a accepté très gentiment de nous accompagner ce soir et d'intervenir pour nous tous, qui nous partagera l'œil de la médecine sur le Tai Chi Chuan. Alors, tous les trois, François bien entendu, mais sont pratiquants de Tai Chi. Voilà. La soirée va se partager en 3 temps. Donc 20 minutes pour Christophe et François et un temps un peu plus court pour Thierry. À la fin des 3 interventions, vous pourrez poser toutes vos questions et on pourra aussi continuer après le bavardage ou le partage dans la galerie. Mais on souhaite vraiment que le débat il soit riche pour chacun de nous. Voilà. Qu'on puisse partager nos pratiques, partager avec vous dans Creux de Chine. Voilà. Donc bonne conférence à vous. Merci de votre attention. Et puis grand merci à nos 3 intervenants. Je dirais en premier joyeux anniversaire à la BTCC. Et merci à tous ceux qui ont organisé la soirée d'aujourd'hui. Mais de manière générale, merci à la BTCC. Moi, ça fait 15 ans à peu près que je connais François. Et puis c'est à travers lui que j'ai découvert plein de spécimens très originaux qui font partie de l'association. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et comme je suis entre autres anthropologue du droit, on me demandait, ça serait peut-être intéressant de donner un peu un point de vue, on va dire, d'anthropologue. Alors je ne vais pas faire strictement anthropologue, mais je vais faire anthropologue dans le sens que les anthropologues s'intéressent à explorer un peu des cultures différentes et puis à voir c'est quoi leur vision du monde différente, c'est quoi leur logique différente, leur manière d'aborder les choses de manière différente. Et ça peut être utile parfois de partager un peu ces horizons pour comprendre en fait les choses que on est en train de pratiquer, probablement, j'ai entendu, par rapport à la médecine chinoise, c'est la même chose, par rapport à nos pratiques, c'est la même chose. Donc, on peut mettre un premier, voilà, ça c'est juste pour... c'est une image de Zhang Sanfeng, qui est crédité un peu comme le créateur, à l'origine, en fait, des arts... ah oui, voilà, il faut rapprocher un peu plus, des arts internes chinois. Et... donc vous voyez, on raconte qu'il aurait, une des histoires, c'est qu'il aurait une illumination du Tai Chi, de ces arts, en observant en fait un oiseau et un serpent qui étaient en train de se battre et que vous voyez là-haut. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, il faut comprendre que le serpent et l'oiseau, c'est le dragon et le phénix, qui sont finalement, c'est le yin et le yang. Donc la boxe du Tai Chi, c'est vraiment l'art martial du yin et du yang, du Tai Chi. Donc ça c'était juste pour vous montrer un peu à travers une image, plongeons déjà dans cet univers un peu différent, et puis essayons de voir un peu à quoi ça correspond. Alors le regard de l'anthropologue, j'ai eu la chance d'être encore l'élève de Michel Alliot, qui était un des fondateurs de l'anthropologie du droit en France, et qui avait ce bel aphorisme, il disait: comment comprendre le droit de notre société, le droit compris comme la manière de s'organiser, de mettre en forme la résolution des conflits et la reproduction de la société. Et donc il a eu cet aphorisme, il dit, dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit. On ne peut uniquement comprendre comment les gens vivent en société, comment ils donnent sens à leur vie, si on comprend leur vision du monde sous-jacent. Et donc j'ai passé moi-même un certain temps en Chine, et puis aussi à Wuhan, et puis de pratiquer. Et je me suis rendu compte que parfois, en fait, on avait des horizons de sens implicites, qui n'étaient pas les mêmes, en fait, en Occident ou en Chine. Et que peut-être ça pouvait valoir le coup d'expliciter un peu certaines différences pour comprendre ce qui se passe quand on prend une pratique d'un contexte, on la met dans un autre contexte. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu changé son aphorisme en disant, dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses la pratique de ce qu'on est en train de faire. Alors,
les deux visions du monde qui nous intéressent ici, on va dire c'est celle du monde occidental, puis sa version moderne, et de l'autre côté, on va dire la vision du monde taoïste. Où est-ce qu'on trouve de manière explicite nos visions du monde? C'est dans nos mythes de création. Comment explique-t-on que le monde a été créé? D'ailleurs, a-t-il été créé partout? Dans les représentations. Quand vous regardez en Occident, vous avez un Dieu créateur qui crée une fois pour toutes, qui crée en édictant un certain nombre de lois, qui sont uniformes, générales, qui s'appliquent à tous. Et le monde fonctionne parce que toutes les créatures se soumettent à cet ordre, qui est préexistant et qui est extérieur. Donc vous avez d'une part un principe, on va dire, d'externalité, les choses viennent de l'extérieur, et puis elles fonctionnent sur un principe, on va dire, d'unité, d'uniformité, l'universel. Et là-dedans aussi, il y a un principe qui s'est petit à petit fort développé, qui est celui de le principe de non-contradiction, d'opposition des contraires. Deux choses qui disent pas la même chose ne peuvent pas être vraies en même temps, forcément, puisque tout se réduit à une unité. Donc ça, c'est de manière très très ramassée, un peu la vision du monde dans laquelle on s'inscrit. En France aussi, par rapport à l'État, si vous voulez, il joue un peu le même genre de rôle. Tout ce que vous êtes en train d'observer, ce qui est en train de se passer là, c'est un peu l'État qui est central, qui est supposé organiser. Vous avez les citoyens, et puis bon, là, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est une petite parenthèse. Mais, vous pouvez appliquer cette vision du monde-là à plein d'aspects différents de la vie. Puis vous avez une vision du monde taoïste, ou même chinoise de manière générale, qui est tout à fait différente. Il n'y a pas de création du monde une fois par un créateur extérieur. Vous avez l'univers qui se... D'abord, vous avez un Wuji, puis vous avez une polarisation, le Taiji qui est en train de se créer, puis vous avez une harmonie. Vous avez un mouvement interne de création, de résorption. Donc vous n'êtes pas dans le 1. Vous êtes déjà au minimum dans une dualité. Vous êtes dans deux principes, et qui ne sont pas dans une contradiction, mais qui sont dans une complémentarité des différences. La société ne fonctionne pas parce que vous vous soumettez à un ordre qui est extérieur et préexistant, mais en vous harmonisant à ce qui est là. Dans l'harmonisation, par rapport à l'être humain s'harmonise à la voix ou au Tao de la Terre. Le Tao de la Terre, la voix de la Terre s'harmonise à la voix du ciel. La voix du ciel s'harmonise au Tao, qui lui-même suit son propre Tao. Donc vous êtes dans un principe où c'est de l'interne que tout découle. Alors que dans le principe européen, vous êtes dans un principe externe d'où tout découle. Dans le principe européen, vous êtes plutôt dans la soumission à une norme préimposée de l'extérieur. Dans le principe taoïste, vous êtes dans l'harmonisation par rapport à un principe interne. Dans la logique européenne, à nouveau, vous êtes dans une exclusion des contraires, un principe de non-contradiction. Dans le côté taoïste, vous êtes dans la complémentarité des différences. Donc, vous voyez déjà que rien que là, on a juste dit quelques mots, mais on voit déjà que le point de départ, l'horizon, dans lequel peut s'inscrire la médecine, peut s'inscrire le Qigong, peut s'inscrire l'art martial. Tout à l'heure, vous avez eu une très très belle introduction à travers la calligraphie et la peinture chinoise. Je reviendrai même sur certains points de manière un peu différente. Ça oblige en fait de changer un peu de manière de voir et de faire. Donc, par rapport aux pratiques, donc on a, je dirais, peut-être pour le résumer, ce qui est au centre, c'est nourrir la vie et s'harmoniser au Tao. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Donc, Qi, on a parlé, c'est l'énergie. Gong, Gong Fu, c'est l'aptitude que vous acquérez après beaucoup de travail. Donc, Qigong, c'est comment maîtriser petit à petit le Qi. Et puis, Taiji Chuan, vous avez Wuji, c'est le non manifesté. Puis, quand il se manifeste, tout à fait au départ, au commencement était le verbe, on dirait chez nous. Au commencement était le verbe, ça c'est Tai Chi. C'est tout à fait au départ de la création. Vous connaissez le yin et le yang. Et l'art martial, donc, du Tai Chi. Donc tout le travail consiste à petit harmoniser son être et transformer son être pour s'harmoniser à tous les différents niveaux. Et donc, la première chose que vous allez avoir, c'est l'importance, alors pour les pratiquants d'entre vous, de Jing, Qi et Shen. Je vais simplifier, peut-être que tu donneras d'autres explications. Moi je veux dire, Jing, c'est la vitalité.
d'abord déjà il faut nourrir votre vitalité. Qu'est-ce que vous mangez? Comment on bouge? Comment est-ce que déjà vous avez une vitalité de base? Et puis une fois qu'il y a ça, il faut le raffiner. Il faut raffiner cette vitalité-là en énergie. Là je parle de manière un peu plus patchy de manière générale, mais par rapport à l'évolution. Et ça, qu'est-ce qui vous permet de le faire? C'est par exemple les pratiques de Qigong, ces pratiques de Tai Chi Chuan. Par rapport, on parlait des arts martiaux de Bhutan tout à l'heure, la première partie, ça serait le côté plus, on va dire, externe. Vous avez aussi les arts plus externes, plus rapides, vous bougez un peu plus. Là, quand vous les raffinez, vous commencez déjà à ralentir un peu. Vous êtes en train de transformer, de rendre plus subtil cette énergie. C'est le Qi. Puis après, petit à petit, vous vous rendez compte, oh, là, on est sur un continuum. Vous vous dites, ah, maintenant, il faut aller transformer cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En l'esprit, Shen. Donc là, c'est plus les pratiques en fait de méditation qui vont venir. Hein, c'est l'image que vous pouvez avoir un peu, c'est comme l'eau. Hein, c'est la glace, puis vous faites fondre, c'est l'eau, puis ça s'évapore. C'est la même eau, mais c'est les états qui sont différents. Et donc petit à petit, quand vous avez nourri votre jing, puis vous avez transformé dans le chi, puis hop, vous êtes arrivé au niveau Shen. Après petit à petit, comment on vide? Pardon. Heureusement que j'ai des assistants. Donc après, comment est-ce qu'on ouvre, hein? Comment on vide, entre guillemets. On a parlé de Wu Wei aussi, non-action. Comment est-ce qu'on vide? Et au moment où vous arrivez petit à petit à ouvrir, hein, c'est un autre mot, votre esprit, ben, petit à petit, vous pouvez vous harmoniser avec le Tao qui peut se manifester. Hein, donc ce que vous êtes en train de faire, c'est tout un travail, donc petit à petit, qui vous mène en fait d'une vitalité assez basique, petit à petit à une ouverture beaucoup plus grande qui vous permet de vous harmoniser avec ce qui est. Et donc dans ce contexte-là, les techniques sont ou ce que vous êtes en train de faire, ce ne sont que des moyens qui peuvent vous aider en fait à transmuter. Donc vous ne faites pas la technique pour la technique. Oui, j'avais vu tout à l'heure, vous voyez, l'émotion de voir tant de gens qui écoutent. Il y avait le petit, à la fin, corps olympique et corps taoïste. J'avais dit la manière d'envisager le corps, aussi une vision taoïste ou d'une vision moderne n'est pas la même. Donc là, quand on pratique dans une vision taoïste, c'est pas pour correspondre à un modèle imposé de l'extérieur. C'est pas, on s'est rencontrés en fait à l'université sportive de Pékin. C'est magnifique. Mais la logique est différente. Là, ce qui va compter, c'est est-ce qu'on est bien à tel angle, est-ce qu'on est bien... Parce qu'il faut correspondre à un cadre qui va permettre de donner une note, qui va permettre de dire, voilà, là, ça correspond au cadre, etc. Alors que le travail que vous faites dans le Tai Chi ou le Qigong, ça ne vous intéresse pas de correspondre, on va dire, à une extériorité pour avoir une note. C'est pas ça. Vous travaillez un certain nombre de techniques pour, à travers ces techniques, petit à petit, saisir les principes qui sont sous-jacents. Et François vous parlera de certains de ces principes. Et puis petit à petit, si vous travaillez avec des principes qui sont corrects, ça va transformer votre substance. Et puis petit à petit, si vous êtes transformé, que vous avez rectifié, harmonisé un certain nombre de choses, d'une certaine manière, tout ce que vous allez faire, là c'est la voie pour, on va dire, pour monter, mais après une fois que ça s'est fait, votre substance va forcément s'exprimer selon les principes, et les principes vont forcément se traduire par une technique qui est correcte. Par rapport à Jing, Qi, Shen et puis Wuji, Tao, même chose, d'abord c'est déjà le travail de montée, mais une fois que vous êtes bien harmonisé avec le Tao, d'une certaine manière, tout ce que vous allez faire, hop, t'enchaînes, Qi, Qi, puis dans ce que vous allez faire. Maintenant, vous avez toujours les deux mouvements, le mouvement qui monte et puis le mouvement qui descend. Et la chose la plus importante, l'alignement, le centrement, l'harmonisation de ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes dans un cheminement, on parle aussi donc de l'alchimie intérieure taoïste. À la base, on est dans un cheminement alchimique de transmutation et d'harmonisation. Tous ces arts-là, l'horizon plus vaste, c'est ça. Si je parlais avec les Chinois, c'est devenir immortel. Dans le sens, tout harmoniser. Là où les yogis indiens ou les bouddhistes, c'est comment sortir de ce monde-là. D'une certaine manière, je dirais peut-être en anthropologue qui compare, c'est... les taoïstes, c'est comment devenir en pleine santé parfaite, où tout est en harmonie. Et si tout est en parfaite santé, ça signifie le corps est en pleine santé, les émotions sont en pleine santé, la psychologie est en pleine santé, le côté spirituel est en pleine santé. Et tout ça, c'est même en santé avec tout ce qui est autour. Et donc, en fait, l'immortel taoïste, d'une certaine manière, c'est la même chose qu'un Bouddha indien. Mais sauf que la manière d'y arriver est un peu différente. Au lieu de lutter contre, on dit non, on harmonise.
On essaye de tout harmoniser. Et donc, comme 20 minutes passent très très vite, je me suis dit quand même, le livre très très important pour les taoïstes, c'est Tao Te Ching. Et donc je me suis dit, ben voilà, il y a 81 versets, ça vaut la peine de lire. Ben, j'en ai pris 3. Je crois qu'ils peuvent être interpellants. Commençons par le commencement. Donc le tout premier. Alors pareil, vous trouverez des traductions différentes. Moi, je pensais que j'ai retenu. C'est donc une voie qui peut être tracée n'est pas la voie éternelle, le Tao. Un nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Tao Te Ching commence avec ça. Pour vous le dire dans d'autres mots, ça c'est un des proverbes que j'aime beaucoup. Quand j'étais à l'université, ben, je n'arrêtais pas de le répéter à mes étudiants. Le sage pointe du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt. Toutes les pratiques de Tai Chi, c'est des doigts. Si vous commencez à prendre la pratique pour la chose importante, vous êtes à côté de la pratique. Ce ne sont rien d'autre que des doigts qui pointent vers une certaine direction. Alors, à nouveau, si vous commencez à intellectualiser, ah, ça pointe, alors vers quoi ça pointe, etc., à nouveau, vous êtes à côté. Pratiquez. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la calligraphie. Vous disiez que les Français posent plein de questions parfois. Pourquoi il faut faire le trait comme ça? Pourquoi il faut... Faites. Posez pas trop de questions, et puis faites, et puis petit à petit, peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent venir, et peut-être que certaines de ces choses qui vont venir ne peuvent même pas s'exprimer vraiment en des mots. Et la seule manière pour vous, en fait, aussi de les vivre d'une certaine manière, c'est justement de faire le cheminement et puis d'expérimenter. Hein, donc il y a ce problème que dès que vous mettez le mot, c'est plus la chose en tant que telle. Et puis de toute manière, vous ne savez même pas vers quoi vous allez au départ. Donc c'est très important. C'est pour ça que le verset numéro 1, ben, à mon avis, il n'a pas été mis au hasard en verset numéro 1. Et puis le deuxième verset qui est un peu lié à ça, c'est ben, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc vous pouvez déjà, rien qu'avec ça, juger un peu ce qu'on est en train de faire devant vous là. Mais bon, la petite enquête qu'on a fait, je ne sais pas si ça aurait très bien passé de juste aller s'asseoir tranquillement sans rien dire là, pendant 1h30. Donc on s'est dit, on va essayer d'être un peu bavard quand même. Mais on va essayer d'être bavard de manière silencieuse. Dans le sens, il y a des paroles, il y a des silences qui sont bruyants, et il peut y avoir des paroles qui sont silencieuses. Elles sont reliées à quoi? Et donc si vous allez aussi peut-être travailler en Chine, avec des gens qui travaillent dans cette optique-là, il se peut qu'on ne vous parle pas beaucoup. Et c'est à vous de comprendre, c'est à vous de voir les indications. La première année que j'avais passé une année au nord de la Chine. Pendant toute l'année, j'ai dû peut-être parler 1 heure, maximum 2 heures avec mon maître. Pendant une année entière. Non. Si, imagine, oui, moi qui suis bavard. Donc, mais comment est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et au-delà du fait des mots, hein, j'ai eu des amis qui sont venus, ils avaient beaucoup lu hein, sur Qigong, etc. Alors ils faisaient la pratique et tout de suite ils sentaient quelque chose. Ah oui, c'est ceci, je sens, c'est américain, c'est ceci, c'est cela. Et là vous partez dans des tripes. Vous n'êtes plus en fait dans le travail effectif. Donc, celui qui sait ne parle pas, parce qu'il y a certaines choses, là on parle côté du Tao, qui sont au-delà de ce qui peut être dit. Et que si vous commencez à trop en parler, en fait vous êtes en train de diluer sans que ça serve vraiment à grand chose. En même temps, parlez silencieusement. Hein. C'est l'excuse pour les bavards. Puis le dernier, puis là je vous raconterai une toute petite histoire. Donc c'est le verset 79, c'est Tao Te Ching. Donc c'est Tao, c'est le Tao, mais Te c'est la vertu. Enfin, on traduit souvent par la vertu. C'est intéressant, c'est en sanskrit, c'est virya. Hein, vir, le courage en latin. Donc c'est la vertu, mais c'est aussi le courage, c'est aussi cette énergie de faire les choses. C'est l'énergie qui manifeste les choses. Et vous avez dans les arts martiaux, c'est important, la vertu de arts martiaux. C'est quelque chose qui est très important. Donc le verset 79, donc c'est pratiquement à la fin de Tao Te Ching, il dit « Qui possède la vertu est l'artisan de la concorde. Hein, » c'est l'harmonie aussi, la concorde. « Qui n'a pas la vertu est l'artisan de la discorde. Le Tao du ciel est sans affection, il coopère toujours avec l'homme de bien. » Alors pourquoi est-ce que je trouve ça très beau pour terminer?
c'est de dire, voilà, le travail petit à petit qu'on vous demande de faire, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'aligner. Et si on arrive à s'aligner, l'harmonie peut venir s'installer. S'il n'y a pas de centre, c'est la cacophonie, c'est le chaos. S'il y a un centre, il y a, entre guillemets, il y a une gravitation qui se crée, il y a des choses qui s'harmonisent autour de ça, et puis on s'harmonise. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter pour terminer, en 2-3 minutes, c'est celle d'un empereur dont le royaume est affligé par une sécheresse qui n'arrête pas et qui ne sait plus quoi faire. Donc ils ont déjà tout fait. Ils ont fait venir des moines aussi. Les taoïstes sont connus aussi pour arriver à faire pleuvoir, mais rien n'a marché. Et là, ils entendent qu'il y a un taoïste apparemment qui est très fort dans un royaume voisin. Donc il dit, écoute, il faudrait probablement faire, invitons ce taoïste, peut-être que lui, il pourra faire quelque chose. Donc on l'invite, il accepte de venir, et l'empereur lui prépare une maison dans laquelle il peut se reposer, puis se préparer pour faire ses rituels, pour faire ses incantations, etc. Et puis le taoïste arrive, donc lui, voilà, vous avez cette maison à votre disposition, et puis il dit, ah ben, merci beaucoup, et il se retire dans la maison. Et on ne voit plus. Et puis la première journée passe, puis le lendemain matin, les gens viennent, toujours pas de nouvelles, on ne voit pas trop de préparatifs pour des rituels, enfin, on ne voit rien de particulier. Petit à petit, les gens se calment un peu, s'ils étaient complètement à cran. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pluie, et puis qu'est-ce que ça va donner, et puis est-ce que ça marchera pas, et puis là on commence à voir que ça commence à se calmer un tout petit peu. Puis après-midi, soir de la deuxième journée, toujours pas de nuages, mais l'atmosphère change. Troisième journée, le matin, un premier petit nuage qui s'amène. Puis petit à petit, ça se couvre. Et effectivement, il commence à pleuvoir. Et là, il y a le taoïste qui sort de la maison. Alors forcément, il y a tous les taoïstes de la cour qui sont étonnés, et puis épatés, et puis qui veulent connaître le secret. Quel est le rituel secret, là, super puissant qu'a fait le taoïste? Alors très respectueusement, il s'avance, il dit, qu'avez-vous fait? Il dit, quand je suis arrivé dans votre royaume, j'ai perdu le Tao. Là, il m'a fallu 3 jours pour à nouveau retrouver le Tao. J'ai retrouvé le Tao, je peux partir. L'harmonisation. Si vraiment vous harmonisez, même à l'extérieur, ça harmonise. Et quelque part, toutes ces choses-là sont en arrière-plan des pratiques. Et dès que vous prenez ces pratiques et vous les mettez dans un contexte où ça devient de la gymnastique, c'est merveilleux, la gymnastique. Mais vous n'êtes pas dans le même horizon. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine parfois de regarder les histoires, de regarder les calligraphies, de regarder l'art, pour essayer un peu de rentrer dans cette autre vision du monde pour se donner un horizon dans lequel on peut inscrire sa pratique. Voilà. Donc je dois passer... Christophe, on a essayé d'accorder nos violons aujourd'hui. On a passé un peu de temps à essayer de s'harmoniser. Donc, moi, je vais présenter avec l'idée de présent, passé et avenir. Et j'avais sorti une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est William Blake, qui est pas trop connu, mais qui dit en substance, écoutez la voix du barbe qui voit le présent, le passé et le futur. Voilà. C'était à partir de cette idée-là que j'ai commencé. Donc, le présent, le passé et le futur, en fin de compte, ils se structurent pour moi. Le passé et le futur sont comme le présent. Donc, si on n'a pas un présent correct, le passé, on en vient, et le futur va être ce présent-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette notion-là. Et Christophe l'a très très bien développé. Donc, moi, j'étais beaucoup plus pragmatique et j'étais chargé de remettre un peu d'ordre dans ce qui avait été fait. Donc, je reprends le terme de Qigong que Christophe a présenté. Donc, Qi, le souffle, généralement, c'est en fin de compte, à la base, c'est une gerbe de blé qui est en train, et il y a la vapeur qui travaille. Et Gong, c'est le travail. Généralement, ça nous déplaît un peu, mais c'est vraiment à partir de ça, justement. C'est pas, on se réveille le matin et on sait faire.
c'est généralement quand il faut travailler, et simplement si on travaille, peut-être on peut avoir la chance de voir tous les développements que Christophe a proposés tout à l'heure au travers du Jing, du Qi et du Chen. Simplement, c'est le travail qui amène ça. Et on ne peut pas dire c'est maintenant, tout à l'heure, c'est demain, tout ça. C'est simplement un travail. Et c'était pour ça que je commençais, que j'étais bien content qu'il commence, parce que je disais, mais comment je vais encore faire? La dernière fois que j'ai fait un travail, j'étais vraiment très très embêté. Donc le Qigong s'articule autour d'un travail de mouvement déterminé, avec un esprit attentif, de sorte que la circulation du Qi s'améliore, voilà ce que j'avais écrit, s'accroît, et que les voies de transport énergétique soient drainées. Voilà, ça c'était l'idée du Tai Chi, du Qigong. Après ça, en fin de compte, on arrive à ce que Christophe a présenté un peu, la notion de chamanisme. À l'origine de toutes ces techniques-là, il y a à peu près 7000 ans, les chamans ont commencé à travailler, et il y a 7000 ans, ils ont inventé ce qu'ils appellent le pas de Yu. En bas, pour les gens qui peuvent lire la dernière ligne c'est, pour les gens qui regardent un peu l'astronomie, c'est la grande ours. Donc, c'était une technique, alors il y a plein de représentations de cette idée de chamaniste qui donne, en fin de compte, les idées de base ordonnées, coordonnées, et avec une structure bien précise sur le mouvement. C'est un ordre très précis de pas tel qu'il doit se faire. Et ça, c'est déjà le premier point, justement, sur le Qigong. Le Qigong, c'est une organisation très précise qui a une rigueur et quelque chose de vraiment ordonné. Le deuxième point, justement, pour arriver à ça, voilà. Comment on arrive aux techniques taoïstes? Les techniques taoïstes, c'est tout un ensemble, en fin de compte. Ce n'est pas une idée qui est venue du jour au lendemain à Lao Tse ou Chuang Tse ou Li Tse, comme on dit souvent. C'est un ensemble de cultures, c'est un ensemble d'idées qui est venu progressivement au travers de toute une évolution dans la Chine et qui ne s'est pas fait en quelques années, mais qui s'est élaboré sur... Là, si on commence à l'école des sorciers ou des chamans, et qu'on arrive à Lao Tse, il y a au moins 4000 ans à passer. Et c'est pas en quelques instants qu'on arrive à élaborer quelque chose d'aussi construit que la démarche taoïste. C'est vraiment une démarche qui vient au travers des arts magiques, au travers de la médecine, au travers de l'idée, comme disait tout à l'heure de Christophe, et on essaye de travailler dessus, de la doctrine d'immortalité, pour arriver progressivement au travers de tout ce travail, de tous ces systèmes, à quelque chose qui est le taoïsme. Et ce n'est pas tout à fait très très simple d'y arriver. Et la finalité ici pour les pratiquants taoïstes, c'est d'arriver justement à cette représentation d'immortalité. C'est-à-dire que, bon, vous inquiétez pas, tous ces documents-là seront mis sur le site de l'association. J'ai prévu de le faire. Et il y aura un document aussi, une vidéo de présenter aussi. Donc, la finalité, c'est tout un travail d'alchimie taoïste que, si vous êtes un peu curieux, vous pourrez retrouver dans le dernier ouvrage de Catherine Despeux, où elle a passé vraiment beaucoup de temps. Elle avait écrit un premier livre il y a très très longtemps, et elle a repris entièrement son livre, où elle essaye d'expliquer progressivement, avec méthodiquement, tous ces aspects de l'alchimie taoïste, qui vient au travers donc d'une école des sorciers, en passant par plein de seuils, qui arrivent au taoïsme. Et les taoïsmes ont essayé, justement, ça c'est la finalité presque de leur travail, 14e siècle, on est arrivé aux techniques d'immortalité. L'autre point que je devais aborder un peu pour recentrer la chose, c'était la notion de Tai Chi Chuan. Tai, le grand fait, Chi, Tai, le grand, le fait suprême, et la chose en dessous, le point. Alors j'ai toujours eu peur, généralement, en présentant la discipline Tai Chi Chuan, de parler de boxe interne, mais les Chinois, quand j'ai commencé à travailler cette discipline-là, du moins la traduction que nous on en avait, c'était boxe du fait suprême,
boxe du grand fait, boxe de la polarité suprême, boxe ultime, boxe dissimulée. Il y a eu aussi, avec la période New Age, il y a eu la boxe des ondes, danse du Tao et boxe contre son ombre. Boxe contre son ombre, je l'aime bien parce que c'est ce que je montrais l'autre jour dans un cours. Je disais, c'est intéressant cette idée-là parce que généralement, quand on pratique, on doit être l'ombre du pratiquant qui se trouve devant nous. Si on travaille sur cette notion-là, on peut peut-être réussir à apprendre un peu. Autrement, on essaye toujours de développer sa propre idée. Bon, ça c'est toujours le cadre de présentation de la chose. Ensuite, le Tai Chi s'articule autour de la pensée, il l'a abordé en parlant du Tao Te Ching, de Lao Tzu. Et la notion de yin et du yang va venir avec ça. C'est ce que disait un philosophe taoïste qui écrivait Précis d'histoire et de philosophie taoïste, qui était sorti en 1985, où il disait « Le mot yang signifie primitivement clarté du soleil, ou ce qui appartient à la clarté du soleil et à la lumière. Le mot yin signifie l'absence de clarté du soleil, c'est-à-dire l'ombre et l'obscurité. » Alors je ne vais pas faire comme Christophe, laisser exposer mon texte. Là, c'est ce que je présente, c'est le chapitre 42. Lui, il a présenté le 1, 59, 79, c'est ça? Moi, le 42. Le Tao engendre l'un. 1 engendre 2. 2 engendre 3. 3 engendre tous les êtres du monde. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Alors ça, c'est une traduction différente de celle qu'a présentée Christophe, mais c'est une traduction de Lu Guangyu, celle-là, que j'aime beaucoup. Donc on a un peu comme ce qu'il a parlé tout à l'heure, Christophe, du Wuji, du Taiji, du Liangyi, voilà, et de toute la progression pour arriver au Pakwa. Et c'est ce qui va justement intéresser les pratiquants de Tai Chi, c'est la dimension du Pakwa, c'est-à-dire des 8 trigrammes, ce qu'on appelle nous les 8 trigrammes. Le Tai Chi Chuan est fondé, donc le Tai Chi Chuan serait fondé par Chuang Tzu, mais ça j'y reviens tout de suite. Donc il y a aussi à l'origine 3 hypothèses. La première hypothèse, c'était l'image d'avant, voilà. La première hypothèse, c'est celle que vous a présentée Christophe tout à l'heure, c'est l'hypothèse que Shan Zhangfeng aurait créé le Tai Chi Chuan au travers, comme il vous l'a dit, de l'observation d'un oiseau et d'un serpent se battant. Notre discussion tout à l'heure, c'était de savoir si c'était une pie, une grue, un héron, un volatile, n'importe quel. Moi, ma version, c'est, dans la question qui est toujours posée sur ce sujet-là, c'est de savoir qui, du serpent ou de l'oiseau, a gagné. Généralement, il y a toujours une très très bonne discussion et que j'adore. C'est les gens qui sont, c'est le serpent, et les autres qui disent, c'est l'oiseau. Et je dis, ça peut être ni l'un ni l'autre, comme l'a expliqué très clairement Christophe. C'est une complémentarité. Donc, il y en a un qui représente le ciel et l'autre représente la terre. En Occident, nous, on aurait dit la vouivre. Hein, la vouivre pour la terre. Voilà. C'est ça, c'est l'idée généralement. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est Shan Zhangfeng qui aurait découvert et qui aurait mis ça au point au travers de... Toujours, c'est pas l'idée basique de lui, en fin de compte, ça vient au travers d'un travail qui a été fait sur une des... dont une photo est exposée ici, c'est le Huashang. C'est une photo du Huashang où il y a tout un développement de la forme, ce qu'on appelle le Lirobafa, qui est une forme antérieure au Tai Chi Chuan et qui vient normalement la place généralement au Xe siècle. Et le Tai Chi viendrait, lui, dans la construction classique qu'on donne au XIIIe siècle. Hein. Mais bon, des fois on dit oui, mais ça recommence avant, sous les Song, au Xe siècle, bon voilà. Il y a plein de discussions. La deuxième version,
c'est la version de... C'est la version, je ne veux pas prononcer mal, je prononce mal, déjà je dois être... Il y a des gens qui doivent être fous à m'entendre parler chinois, de Wang Zhongyu. C'est la deuxième version. Alors pourquoi je prends cette image? C'est parce que quand j'étais dans le bureau de mon maître, le grand maître Yo Xuan II, il y a toujours plein d'histoires sur la Chine, mais c'était très très intéressant pour moi parce qu'il avait ce portrait-là dans son bureau. Et généralement, s'il l'a, c'est pas par hasard. Donc c'est pour ça que cette version qui est donnée... Alors tout ça, vous pouvez le retrouver dans le livre de Catherine Despeux aussi. Cette version de Wang Zhongyu me plaît beaucoup parce que justement, c'est lui qui aurait trouvé un jour un manuscrit et qui, au travers de ce manuscrit, aurait commencé à redévelopper toute la pratique du tai chi. Et la troisième version, celle qui est plus à la mode ces temps-ci, c'est celle de dire que le tai chi vient du style Chen. Donc, voilà, il y a 3 écoles. Sur le style Chen, je ne m'attarderai pas, je laisse les gens relire la note que je mettrai sur le site de l'association, qui est sortie des derniers travaux des scientifiques chinois, où il y a une démonstration assez évidente que le tai chi ne viendrait pas nécessairement de ce style-là. Mais autrement, nous avons, voilà, plusieurs courants. J'ai mis légèrement en bleu les créateurs de style. Sauf pour le style Chen que j'ai pas pensé à le faire. Donc ça viendrait du Wudang par un dénommé Jiangfa. Ensuite, le style qui m'intéresse moi, c'est celui de la famille Yang et celui du Wudang, bien entendu. Et ça donne à peu près tous les courants, les grands courants qui sont faits. Alors généralement, on considère qu'il y a 3 grands courants maintenant, du moins 3 grands courants qui sont le style Chen. Bon, on en parle. En réalité, il y a le Wudang à la base, il y a le style Chen, il y a le style Yang, vous avez ensuite le style Wu sur la colonne de gauche. Ce style Wu a donné le style Sun, et dans le style Yang, je ne sais pas si je l'ai mis, si, dans le style Yang, il y a eu un courant qui s'est appelé le style Wu, mais celui de Wu Jianquan, qui est sur le côté à droite. Voilà les grands styles. Alors, le style, maintenant sur les styles, le style Wudang, Christophe aurait pu le développer presque plus que moi, puisqu'il a passé plus de 2 ans là-bas. Moi, j'y ai passé quand même moins de temps, j'y ai passé que 2 mois et demi. Ce style, on va retrouver tout ce qu'on va voir dans les styles de Tai Chi, du style Yang et de tous les autres, c'est-à-dire des mouvements rapides, des mouvements lents, des pratiques aux armes, mais ce qu'on trouve de particulier aussi dans le Wudang, c'est ce qu'on ne voit pas dans les autres, c'est tout ce que Christophe a parlé du style il a parlé de 3 choses, Jing, Qi, Chen. Et le Chen, on ne le voit pas dans les autres. Il n'y a que dans le Wudang que ça apparaît vraiment. Donc ça, c'est la particularité du Wudang. Pour le style Chen, c'est des mouvements rapides qui sont explosifs pour la plupart, puisque à la base, normalement, le style Chen, c'est une boxe très 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 violente. Ensuite, dans le style Yang, il y a la même chose qu'on va retrouver chez les Chen, chez les Wudang, avec une dimension plus moderne maintenant, c'est-à-dire de rondeur encore accentuée. Parce que justement, après les années 30, ils se sont aperçus qu'il fallait arrondir un peu les gestes, donc ils ont arrondi encore plus les mouvements, et ce que nous on en connaît aujourd'hui en Occident, c'est presque une discipline pour les personnes de 60-70 ans. J'ai rien contre, mais c'est pour ça que nous on pratique du tai chi traditionnel, puisque j'ai eu l'occasion d'être formé dans une tradition, c'est-à-dire dans les disciples de la famille Yang. Donc ce qui est un peu différent du tai chi Yang qui est pratiqué dans les clubs. Mais ça, je reviendrai juste ici quelques instants. Le style Wu, c'est un style quand même assez... qui travaille essentiellement celui de gauche.
c'est celui qui travaille essentiellement sur la jambe arrière. Tout le travail est fait sur la jambe arrière, et presque comme le style Sun, qui aussi travaille sur la jambe arrière. Mais le style Shun est un style encore plus, du moins de mon point de vue, plus pertinent que l'autre style Wu, dans la mesure où il y a le Xingyi et le Pakwa à l'intérieur du système. Alors que le style Wu n'est simplement qu'un style de Tai Chi, et Sun Lun Tang, sa particularité, c'est d'avoir introduit dans son travail tout le Xingyi Chuan, et tout le Pakwa, qui sont deux autres des arts internes. Voilà. Ça, c'est la particularité du style. Et le style de Wu Jianquan, la particularité de ce style, c'est d'avoir des mouvements assez penchés. C'est-à-dire, le buste n'est pas tout à fait, le tronc du moins, la colonne vertébrale n'est pas tout à fait verticale, comme en Tai Chi du style Yang, comme en Tai Chi Chen, Wudang, Sun et Hao, mais d'être légèrement incliné vers l'avant. Voilà. Ça, ce sont 4 des mouvements que je voulais montrer. C'est le mouvement Peng, contenir, Lu, tirer en arrière, Chi, presser vers l'avant, et Han, repousser. Voilà. Hein? Il y a des techniques de pas principaux, donc qui sont la position Mabu, que les gens connaissent, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent cavalier de fer, et la position pas de l'arc, voilà, et la position pas vide. Et ensuite, il y a les 8 techniques principales de main. Ça, ce sont 4 des 8 techniques de main. Et il y a les 5 déplacements. Aller vers l'avant, aller vers l'arrière, aller vers la gauche, aller vers la droite, garder le centre. Et quand on garde le centre, et qu'on va vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, on peut monter ou descendre progressivement en fonction de la demande. Ça, malgré tout, ces 5 mouvements sont liés aussi, pour les Chinois, mais ça devient, on rentre dans la complexité, on rentre dans les mouvements de bois, feu, terre, métal, eau. C'est-à-dire que la philosophie chinoise, qui n'était pas présente quand on a commencé Wuji, Taiji, mais qui est comprise aussi. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de parler de ces techniques-là, parce que c'est tellement complexe des fois. Bien, bref, pour continuer, les enchaînements. Il existe des façons de travailler, donc ce que disait Christophe, ce travail, c'est toujours le travail de comment on va essayer de développer le travail chez la personne, le travail énergétique, le travail de bien-être, le travail qui va nous permettre d'avancer dans une compréhension plus grande du corps. Ce travail-là va se faire autour justement de mouvements lents. Ensuite, il y a tout un travail de pratique avec partenaire. Et pas le but de casser la figure à l'autre. Le but que l'autre travaille avec nous pour essayer d'approfondir notre sensation. Ça, c'est le travail avec partenaire. Ensuite, il y a un travail rapide, comme ce que j'ai abordé très rapidement en parlant du style Chen. Il y a ensuite un travail avec les armes. Les armes, c'est le bâton. Bonjour. Le bâton, la lance, l'épée, le sabre. Voilà. C'est essentiellement ces quatre techniques qui sont utilisées. Alors des fois, il y en a qui rajoutent la hallebarde, il y en a d'autres qui rajoutent l'éventail. À l'origine, ce n'était pas dans le tai chi. Les gens qui pratiquent l'éventail, j'en ai discuté avec les principaux de cette école-là, c'est maître Wang Yinyan, qui était de l'école de Taïwan, qui avait une demande de ses élèves, mais qui ne voulait pas pratiquer l'épée. Il y en a marre de l'épée. Donc, il leur a inventé pour elles, pour ces personnes, c'était surtout les femmes qui demandaient ça, il leur a inventé la forme à l'éventail. Et tout le monde était content. Alors, moi, mes élèves tchèques m'ont dit quelle forme à l'éventail pratiquer. Je leur ai dit Wa Shang, la forme de Wa, la forme du moins, il y a une forme qui est très très intéressante et vous pouvez. Hein, c'était la forme de Mulan.
Wamulan, c'était une très 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 belle forme, et ils se sont mis à travailler la forme de Wamulan au travers du travail du professeur Zhang Wonde. Ils ont trouvé ça, le travail superbe, et ils ont dit, bon, bah, on va continuer cette forme-là. Donc, très rapidement, il y a ce que j'ai montré, Peng Lu Chi Han, ça c'est les 4 côtés, et les 4 coins, c'est tirer vers le bas, fendre, coup d'épaule et coup de coude. Ça, c'est les 8 mouvements. À ces 8 mouvements, comme j'ai dit, il y a les 5 directions. Et les étapes de la pratique maintenant, pour arriver très rapidement à ça. Alors j'ai pris aussi un deuxième passage du Tao Te Ching. Je ne l'ai pas mis, hein. Je ne suis pas très très doué pour me servir d'un PowerPoint. Et mon assistant était très fatigué. Il avait fait un très très long voyage, il a fait plus de 20 heures de voyage pour venir vous rejoindre ce soir. Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse et rien ne saurait la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne peut le mettre en pratique. Ça, en plus, c'est une question que j'ai posée quand j'étais dans le Wu-Tang en 2004. J'ai demandé à un maître, je lui ai demandé quelle était la nature de la pratique du Tai Chi, la nature de ces mouvements qu'on va faire, ces mouvements ronds, souples, tout ça. Je lui ai demandé quelle est la nature. Et je lui ai dit, c'est de qualité bois, terre, feu, métal ou eau. Alors la personne qui me servait de traducteur me dit, je ne comprends absolument pas cette question. Et laisse tomber, tu poses simplement la question pour moi. Donc à la fin il a dit, bah, évidemment c'est de nature eau. Toute la pratique du Tai Chi est de nature eau. Donc, bah, j'ai eu ma réponse et après j'ai discuté avec la traductrice pour lui expliquer ce que c'était que la nature eau. Associé à ça, on utilise le song, la relaxation. Vraiment très très important. La première étape du travail, au travers de tous ces enchaînements, c'est la justesse. Le deuxième point, ça va être la stabilité. La stabilité ou la précision qui s'associe à la justesse. Le troisième point, c'est la détente, ce que j'ai vaguement dit en disant song. Et le quatrième point, ça sera la douceur. Une phrase de maître Yo, du grand maître Yo Xuan De, c'est si votre mouvement est visible comme étant un art martial, c'est pas du Tai Chi. C'est simplement une technique de combat. Rien ne doit être visible. Si ça apparaît, c'est que vous avez raté. C'est-à-dire que rien ne doit être présent, simplement l'œil. Et ce n'est pas l'œil physique qui va regarder, c'est l'œil interne qui va regarder. L'œil physique, il ne va rien voir. Il va voir simplement, on va dire un beau trait, un beau dessin, quelque chose comme ça, ou un beau mouvement. Mais en fin de compte, ça peut être complètement vide, creux. Mais extérieurement, c'est nickel. J'ai un autre instructeur qui m'a dit à ce sujet-là, c'était Li Xiaoming, qui m'avait dit en 92, il m'avait dit, je lui posais la question sur un maître très très réputé et je lui disais qu'est-ce que vous en pensez, et il m'avait dit il a un très beau costume. Voilà, c'était ça. Le deuxième étape, c'était la continuité. La troisième étape, c'est la synchronisation et ensuite la rondeur. Et la troisième étape, c'est distinguer le vide du plein, ce que Christophe a essayé d'expliquer, et ça, c'est pas du tout évident, puisqu'il y a une profondeur à ce niveau-là. Rendre l'énergie continue et intégrale. Ça, c'est l'autre étape qu'on ne réussit généralement pas à percevoir. Et en finalité, qu'est-ce que je vais dire, c'est, j'avais prévu, parce que là, j'ai presque débordé mon temps. Non, pas du tout. Mais on m'a rappelé que j'allais déborder. J'avais modernité et tradition. Et là, je pourrais en discuter après sur vraiment la distinction qui va s'opérer vraiment radicalement entre modernité et tradition sur tous ces points-là.
On est dans la modernité. Christophe l'a déjà bien avancé en disant que on est dans... Moi, c'est ce que je vais reprendre une question, puisque j'ai une formation de psycho. Il y a une dimension dans la modernité de présentation et dans la tradition d'être, avoir ou être. Ça, c'était un texte de Erich Fromm, un psychologue, qui disait il y a l'avoir et il y a l'être. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'être que l'avoir. La présentation extérieure, on peut très très facilement, comme disait un ami, si vous voulez avoir des compétiteurs de très très haut niveau, c'est très facile. Vous allez les prendre dans un club de gym, vous leur faites 6 mois de formation, et vous avez le champion de France, sans aucun problème, et champion d'Europe. C'est très très facile à faire. Et comme j'ai eu la formation, tout comme Christophe qui est venu à l'Université des Sports de Pékin, on a eu la formation avec l'instructeur Juan Cangruay, qui nous a formés pour savoir utiliser et présenter très précisément qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être présenté à un public pour avoir la meilleure note. On a eu à notre époque, on a eu une championne de Chine qui est venue nous voir à un moment donné, qui est venue quelques jours travailler avec nous, parce qu'elle se préparait en même temps que nous à l'enchaînement qu'on était en train de faire avec lui. Et elle s'est absentée pendant une semaine, et quand elle est revenue, elle était championne de Chine. Lui avait été pour sa part 6 fois champion de Chine, 6 fois champion de médaille d'or. Donc voilà ce que ça donnait. Donc avoir ou être. Ce qui nous intéresse, c'est l'être et non pas l'avoir. Je vais passer la place à Thierry. Je voulais exploiter la dernière photo parce que généralement tout le monde disait que tout le monde se cassait la fille. Dès qu'il y avait des différentes écoles, tout le monde se châtaignait et voulait être la meilleure ou voilà, la super école. Et là, j'avais une très 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 belle photo où sur cette photo, je vais me lever quand même, vous avez Yang Xiaohu, Sun Lintang, Yang Shengfu, Shen Weiming, Wu Jianguang, Dong Yeqie. Bon, je connais que cela. Je connais aussi le fils de Yang Shengfu qui est là. Et donc ici, toute cette ligne-là, obligatoirement, ce sont tous des maîtres qui, à leur époque, étaient tous réputés. Et Shen Weiming, effectivement, lui aussi. Donc, en grande partie, la ligne du dessous, ce sont des gens très réputés. Et qui étaient tous des écoles différentes. Wu, Dong, Sun, Yang. Donc, toutes les écoles étaient sur le même endroit et pratiquaient ensemble. Hein, se connaissaient et ils n'étaient pas en train de se faire la guerre. Là, du moins, on ne les voit pas en train de se battre. Hein? Bon, d'accord, tu vas dire que l'autre, il a été frappé par celui-ci et qu'il est mort en 1930. Peut-être, puisque la photo est de 29. Hein? François et Christophe ont parlé plus de la partie interne du tai chi. Moi, je me suis surtout intéressé à la partie externe, c'est-à-dire celle que la médecine voit. Parce que la médecine, en fait, est basée sur l'épreuve, surtout. Enfin, notre médecine à nous. Alors, il faut savoir que la médecine travaille par études. Et les études, ça consiste en fait à comparer 2 groupes de personnes. On applique un traitement à l'une, pas à l'autre, pour un placebo, et puis on mesure ce qui se passe. Alors depuis à peu près 45 ans, il y a eu 500 études qui ont été consacrées au tai chi et au qigong, et 120 revues. Ce qu'on appelle les revues ou les méta-analyses en médecine, on prend des études, alors on en prend le plus possible, on leur applique un traitement statistique, et ça donne plus de force, parce qu'en fait, là, si on prend plusieurs études avec une vingtaine de personnes, on peut avoir effectivement une étude avec beaucoup plus de personnes, et donc on a plus de puissance statistique. Donc, plutôt que faire une énumération un petit peu fastidieuse, j'ai essayé de retirer celles qui sont les plus marquantes dans les différents appareils, en particulier tout ce qui est cardiovasculaire, le système articulaire et puis la neurologie. En ce qui concerne le cardiovasculaire, les études ont montré par exemple une diminution du risque cardiovasculaire, c'est-à-dire une amélioration de ce qu'on appelle le profil lipidique. Le profil lipidique, c'est quand vous allez chez votre médecin traitant, il vous fait cholestérol, triglycérides, et les résultats, c'est le profil lipidique.
les études ont montré que quand on pratique le tai chi, sur une durée suffisante, on a une baisse qui peut être durable, effectivement, de ces deux marqueurs. Alors, pas forcément associé à un traitement ou à des médicaments, donc c'est l'effet propre, évidemment, de la pratique. De même, on a une diminution de la pression artérielle moyenne. C'est intéressant quand même pour les gens qui ont des soucis un petit peu cardiovasculaires. Et les patients qui ont eu un AVC ou un infarctus du myocarde, passé la phase aiguë, donc stabilisée, la récupération est un peu plus rapide. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la récupération du souffle, de la marche, etc., était un peu plus rapide chez ceux qui pratiquaient le tai chi régulièrement. Et on va même pour les gens qui ont la bronchite chronique, pareil, ceux-là, on s'est aperçu qu'ils avaient un périmètre de marche, c'est-à-dire que la distance qu'ils sont capables de marcher, sans être obligés de s'arrêter parce qu'ils étaient un petit peu essoufflés, ce périmètre de marche est supérieur chez les pratiquants de tai chi. En ce qui concerne l'appareil articulaire, une des plus étudiées, c'était l'arthrose du genou. C'est vrai que ça concerne quand même pas mal de gens. Là, c'est pareil, les pratiquants ont une amélioration des scores de douleur, qui est quand même au premier rang, et aussi du périmètre de marche. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on pratique régulièrement, on est plus souple, et on peut donc marcher un peu plus loin, et on a moins de douleur. D'autres choses intéressantes, c'est tout ce qui est lié à l'ostéoporose. Vous savez que l'ostéoporose, ça touche quand même pas mal les hommes et les femmes à partir d'un certain âge. Ça génère pas mal de morbidité, puisque quelqu'un qui fracture le col du fémur à un certain âge, il peut en mourir. Et on s'est aperçu que la pratique de gymnastique au sens général et aussi du tai chi chuan permettait d'augmenter la densité osseuse. L'ostéoporose, c'est une diminution de la densité osseuse. Et les gens qui pratiquent régulièrement s'aperçoivent qu'ils augmentaient un peu la densité osseuse par la pratique. Ils augmentaient l'amélioration de l'équilibre. Donc il y avait moins de chute. Et donc il y a moins toutes ces conséquences qui sont liées à l'ostéoporose. Donc c'est très utilisé. Alors c'était très utilisé évidemment en Chine, aux États-Unis beaucoup. Et en France, il y a pas mal d'associations effectivement qui utilisent ça avant en prévention, mais aussi en prévention ce qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire une fois que les gens se sont cassés quelque chose et qu'ils ont été réparés, pour améliorer l'équilibre. Il faut savoir que les personnes qui se sont cassées le col du fémur ont peur de remarcher après. En fait, il y a une espèce d'appréhension, en fait, d'être tombé, et souvent réduit leur périmètre de marche, et ça peut se terminer effectivement en fauteuil. Donc, le fait de les réentraîner, alors par différentes techniques, mais dont Tai Chi Chuan, ça leur permet de remarcher, de recueillir un équilibre qui leur permet d'éviter de tomber et surtout de remarcher. Autre domaine au niveau articulaire, c'est les lombalgies. Alors, pas ce qu'on appelle la lombalgie commune, c'est-à-dire qu'on a mal au dos pendant quelques jours et ça finit par passer. Une lombalgie un petit peu plus durable, c'est pareil, la pratique du tai chi permet un petit peu d'améliorer les scores de douleur et les scores fonctionnels, donc, de récupérer un petit peu une vie un peu meilleure. Alors, ça ne guérit pas, mais ça améliore un petit peu tous ces scores. En ce qui concerne la partie neurologique, une qui est intéressante, c'est au niveau du Parkinson. C'est que le Parkinson, vous avez tous entendu parler du Parkinson. Ça altère beaucoup la fonction motrice par la partie raideur, la partie tremblement. Et la pratique là aussi du tai chi a permis d'améliorer chez les gens parkinsoniens, non pas la maladie elle-même, mais ses manifestations motrices. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de restaurer un petit peu plus de motricité, puisque c'est souvent ça qui gêne un petit peu les gens les parkinsoniens, c'est pouvoir se déplacer, pouvoir monter et descendre des escaliers. Et ces scores de motricité sont améliorés chez les parkinsoniens. Une autre chose qui est intéressante aussi chez les parkinsoniens, on s'est aperçu que les Parkinson un petit peu évolué, les gens avaient plus de dépression. Et là aussi, la pratique effectivement du tai chi permet de diminuer un petit peu, on verra plus tard aussi, c'est vrai la dépression chez les non-parkinsoniens, mais c'est vrai aussi chez les gens qui ont Parkinson, ça améliore les scores de dépression, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins ces phénomènes de dépression qui peuvent être aussi très invalidants et qui rajoutent à la partie motrice un autre facteur qui est un petit peu gênant. Dans tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire les démences, c'est pareil. Alors, en médecine, on parle beaucoup effectivement de ce qui est mesurable, donc il y a beaucoup de scores qui ont été mis en œuvre, et tout ce qui est démence, c'est pareil. Les démences effectivement au dernier stade, mais les gens qui ont différentes formes de démence, enfin Alzheimer ou autres, ont une amélioration de leur score. Alors, c'est pas toujours très visible, mais tous les scores cognitifs, c'est-à-dire ça inclut une partie de la mémoire, une partie effectivement le fait de pouvoir faire des activités quotidiennes, là aussi ça sont améliorés par la pratique du tai chi.
En ce qui concerne la partie psychologique, tout ce qui est anxiété, dépression, humeur, ça c'est très utilisé. Et là aussi, on recommande beaucoup, alors, aux personnes qui ont ce type de pathologie-là, de pratiquer une activité régulière dans le tai chi aussi. Ce qui permet d'améliorer là aussi les scores et les symptômes. Alors, en dépression, on utilise beaucoup un tas de scores et de grilles qui permettent de coter un petit peu la profondeur de la dépression et de l'anxiété. Et tous ces scores-là, alors quel que soit le type de grille utilisé, sont améliorés par une pratique régulière. Et on va de même pour le sommeil. Là aussi, alors le sommeil, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est très difficile à quantifier. Alors c'est pareil, on a mis plein de scores qui sont pour beaucoup des scores subjectifs parce que il n'y a pas beaucoup de moyens, enfin, avec des techniques très, très sophistiquées, d'évaluer la qualité du sommeil, en tout cas la partie mesurable. Mais là, les scores mesurent ce que les gens ressentent un petit peu, c'est-à-dire la façon dont ils perçoivent l'endormissement, les réveils, la façon dont ils ont dormi, et aussi s'il y a besoin de faire la sieste dans la journée. Et tous ces scores aussi sont améliorés, et on l'utilise pour les gens qui ont des troubles du sommeil, alors qu'ils soient dépressifs ou non d'ailleurs. On utilise effectivement un tas de gymnastiques, dont aussi le tai chi chuan. Là, les études ont montré aussi que la qualité du sommeil était améliorée par une pratique régulière. En ce qui concerne la qualité de vie, je ne sais pas si vous entendez, on parle beaucoup de la qualité de vie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là aussi, on l'utilise beaucoup, en particulier chez les patients qui ont eu un cancer, qui a été traité ou en cours de traitement même. C'est un adjuvant qui est très très utilisé. Ça améliore tout ce qui est le bien-être, le ressenti, la fatigue et même les effets secondaires en fait, des chimiothérapies. Et là aussi, alors, je sais que c'est très utilisé aux États-Unis et on l'utilise beaucoup en France dans les centres dans les anticancéreux. La pratique, alors là c'est pareil, il n'y a pas que le tai chi, mais le tai chi est aussi utilisé pour justement améliorer toute cette qualité de vie qui va autour. Chez les gens, je dis qu'ils soient soit en cours de traitement aussi, mais aussi après pour la récupération fonctionnelle et puis psychologique. On l'utilise aussi dans les douleurs chroniques. Donc alors, douleurs chroniques, c'est très varié. Alors, les douleurs chroniques qui sont aussi du cancer, des lombalgies chroniques, mais aussi des fibromyalgies. Vous avez entendu parler des fibromyalgies, c'est une pathologie qui peut être très invalidante au niveau des douleurs et puis du ressenti de la vie. Et là aussi, il y a des très bons résultats qui sont allégués dans les études dans ce type de pathologie. Les effets un peu plus modérés au niveau du diabète. Alors, on n'a pas vu d'amélioration sur la progression de la maladie. Par contre, on a vu des diminutions à court terme de la glycémie. Et là aussi, une amélioration du profil lipidique. C'est-à-dire, on sait que les gens qui ont des diabètes ont des problèmes cardiovasculaires. Donc là aussi, l'amélioration du profil cardiovasculaire limite les risques d'accidents à court et à moyen terme. Il n'y a aucun effet adverse, dans toutes les études qui ont été montrées, il n'y a aucun effet secondaire, on va dire délétère, qui a été mis en évidence chez les pratiquants. Alors, en moyenne, ça va faire plaisir effectivement à François, en moyenne c'est le style Yang qui est le plus utilisé, notamment la forme en 24, à raison, là pareil sur la moyenne des études, d'1h30 à 3h par semaine sur une durée de 6 à 12 semaines. C'est à peu près ce qui est retrouvé pour attester les effets qui sont montrés dans les études. La seule contre-indication, on va dire, qui sont relatives et temporaires, ce sont les pathologies qui sont aiguës et décompensées. On ne va pas faire du tai chi à des gens qui ont plein d'infarctus, qui ont une lombalgie très aiguë. Et hormis cette contre-indication qui paraît assez évidente, il n'y a pas en soi de contre-indication en dehors de cette période effectivement aiguë à la pratique du tai chi. Voilà, donc pour terminer, je dirais que le tai chi, ça ne guérit pas, et ça améliore et c'est utilisé dans beaucoup de domaines comme adjuvant pour guérir et pour récupérer après coup. Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour la qualité de votre intervention, à chacun. Et puis, peut-être un jour, on aura l'occasion de se retrouver pour poursuivre, parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, merci, c'était vraiment très intéressant. Je passe un peu vite. En fait, les études dont j'ai parlé, c'est Tai Chi et Qigong. Oui.
une omission de ma part. Peut-être juste pour préciser, peut-être François veut rajouter après 2-3 mots. On peut dire que le tai chi, c'est un qigong à un niveau. Hein, avec les dimensions martiales en plus, mais à la base, c'est un qigong. Donc sur les effets de base, effectivement, vous allez avoir les mêmes. Est-ce que quelqu'un... François ? Oui, j'aurais simplement pu dire que effectivement le tai chi c'est un des aspects du qigong. Généralement le qigong c'est un axe et après autour de cet axe il y a plein d'aspects. On peut même dire que le Pakwa c'est la boxe des 8 trigrammes et le Pakwazang, pardon, la paume des 8 trigrammes et le Xinichuan. Le Xinichuan c'est la boxe de la forme de la pensée, sont des axes aussi du Qigong. Le Qigong étant vraiment le noyau dur, et autour de ce noyau, il y a toutes les disciplines dites traditionnelles, et même les disciplines modernes, puisque le but aussi, il ne faut pas oublier que, bon, j'en parle jamais, mais le kung-fu, tout ça, leur but aussi, c'est de travailler sur le travail énergétique aussi, quoi. Donc, mais généralement, le travail, c'est on le retrouve tout pareil. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de regarder et de visiter la Chine, vous verrez que même dans les écoles externes, là, ce qu'on parlait, c'était des écoles internes, même dans les écoles externes, il y a toujours des départements de Qigong. Le Qigong est venu simplement en 1986 en France, c'est pour ça qu'il a moins d'audience, moins de prégnance que le Tai Chi, et que c'est surtout le Tai Chi parce que le Pakwa n'était pas connu, le Xinichuan non plus. On connaissait la boxe taoïste à une époque, la gymnastique taoïste, on appelait ça yoga taoïste, gymnastique taoïste, mais généralement c'était pas du tout connu. Donc c'est venu simplement avec le superbe ouvrage de Joséphine Zoller, que j'encourage tout le monde à acheter. C'est sur Qigong, elle a écrit ça. C'était une Allemande qui a fait les traductions des textes classiques chinois. Et son livre, l'avantage de son livre, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Dans beaucoup de livres, il y a des erreurs. Joséphine Zoller, Z-O-2-L-E-R, elle n'a pas fait d'erreur. C'était une Allemande son livre avait été traduit en 84 en Allemagne et traduit en France en fin 86, donc sur Qigong, quoi. Et il est aux éditions, pour les gens qui recherchent, il est aux éditions d'Anglais, ou d'Angle, pour les gens qui préfèrent utiliser le mot d'Angle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vous propose qu'on se retrouve devant le buffet et puis on pourra continuer nos conversations. Vous pourrez interpeller nos intervenants. Et encore bravo à vous.